L'Europe et le Moyen-Orient. Dans cette vidéo, nous allons voir les relations entre l'Europe et le Moyen-Orient. Cette présentation va être en deux parties. Une partie sur l'Empire ottoman et sa relation avec l'Europe, son déclin, et la montée, et en deuxième partie, la montée en croissance des empires français et britanniques qui vont donner le colonialisme au Moyen-Orient, le protectorat et jusqu'à l'indépendance des pays du Moyen-Orient. Donc, scindé en deux parties, l'Empire ottoman, son déclin et en phase progressante, la montée des empires coloniaux européens et leur déclin. Alors, cette vidéo est tirée de l'ouvrage Les relations de l'Europe et du Moyen-Orient par les enseignants en sciences politiques Dimitri Bouris et Daniela Hubert et des études globales de Michel Pass, édition Routledge, paru en 2022. Alors, deux représentations identitaires, la partie exotique, islamique, et la partie européenne, chrétienne. Des représentations identitaires bien tranchées qui vont apprendre à se connaître à travers les siècles. Alors, quelles sont les représentations identitaires mutuelles entre l'Empire ottoman et l'Europe de la Révolution française, 1789, première République française, et l'établissement de la République turque en 1923, qui marque la fin de l'Empire ottoman. Alors, le renversement dans les relations entre l'Empire turc, l'Empire ottoman et l'Europe date du siège de Vienne. C'est un renversement à partir de 1683. Donc, après le siège ottoman de Vienne, la diplomatie et le commerce entre l'Europe et l'Empire ottoman se sont intensifiés et ils ont renforcé considérablement leur intérêt mutuel. Pendant le XIXe siècle, les deux camps font face à la menace du nationalisme et les mouvements indépendantistes posant des questions d'identité collective, impériale ou nationale. Comme je l'ai dit précédemment, l'Empire ottoman sera sur son déclin à partir du XIXe siècle avec la montée des nationalismes grecs, bulgares, et les empires coloniaux britanniques et français seront sur leur déclin dès la fin de la guerre 14-18 et par la montée des nationalismes aussi libanais, syriens, etc. En 1453, c'est la chute de Byzance et c'est la prise de Constantinople par Mehmed II. Alors, les Ottomans sont considérés comme des barbares, des infidèles. Ils sont inférieurs aux Européens qui se jugent civilisés. Mais c'est une force pernicieuse envoyée par Dieu pour fouetter la chrétienté pour ses péchés. C'est pour rappeler que les chrétiens font des péchés, que les Ottomans existent. Avec le déclin de la Révolution, l'Empire ottoman est une simple force politique, une admiration qui oscille entre sa puissance et la coexistence pacifique de ses sujets jusqu'au mépris pour sa tyrannie. C'est ce que l'on pourra dater à partir du début du XXe siècle. Pour résumer, les Ottomans possédaient une puissance militaire, une proximité physique avec l'Europe et une forte tradition religieuse, mais les Turcs étaient représentés comme l'autre islamique contre la chrétienté. Alors, la représentation ottomane de l'Europe, avant le XVIIIe siècle, le terme Roum est un chrétien orthodoxe d'Orient, mais aussi slave, et Franck est un chrétien latin, c'est un chrétien occidental. Les musulmans au sein de l'Empire sont considérés comme la communauté de la Oumma et faisant partie du Darul Islam, la demeure de l'islam. Le sultan est perçu comme le souverain légitime du monde entier. Le roi de France est appelé le bey d'une province. Les espaces chrétiens sont appelés Darul Harb, demeure de la guerre. Les Francs sont à la fois infidèles et insoumis, donc non civilisés. Vaincu à Vienne, l'Empire montre un intérêt croissant à l'Europe et augmente le nombre de missions des ambassadeurs dans les capitales jusqu'à la création d'ambassades en 1835. C'est un véritable point d'interaction, d'échange, culture et d'apprentissage entre l'Empire et l'Europe.
qui naît. Le caractère religieux de Frankistan, pays des Francs, est remplacé par Europa, une définition plus laïque, plus large. Alors le siège de Vienne, 1683, c'est le siècle des Lumières en Europe, et l'Empire ottoman devient un voisin curieux et exotique. Les Européens s'intéressent à leur art, à leur musique et l'architecture. Des imitations, des images des mondes de la vie ottomane investissent les domaines culturels, mais les stéréotypes de barbares restent présents en Europe. Ça révèle une image européenne de soi comme indiscutablement civilisée, progressiste, libérale et rationnelle. Cette perspective représentait donc l'Empire ottoman comme despotique, irrationnel, arriéré, fataliste et stagnant, mais quand même fascinant par son mode de vie, par son art, ses arts, sa culture et son architecture. Le siège de Vienne marque aussi le déclin de l'Empire ottoman. Alors, comme je l'ai dit, les mouvements indépendantistes entraînent une perte de territoire importante qui conduit l'Empire ottoman à se moderniser économiquement, administrativement et sociétalement. Le cours de l'ère Tanzimat 1830 et 1876, donc l'heure d'ouverture des ambassades, vise à répondre aux doléances des sujets ottomans de l'Empire et à améliorer les conditions des sujets non musulmans de l'Empire, donc les juifs et les chrétiens, en échange d'un meilleur accord avec les puissances européennes à la fin de la guerre de Crimée, qui a été une guerre entre les deux empires coloniaux et la Russie. Donc on note aussi une influence de la Révolution française qui ouvre la voie au programme de l'ordre nouvel, une tentative d'adopter les technologies militaires européennes et des discours sur l'occidentalisation et l'identité culturelle. Alors l'Orient et l'Occident, c'est 1820, l'image négative aux yeux des Européens est exacerbée par la révolte grecque, les nationalistes grecs qui demandent leur indépendance. 1830, donc Mahmoud II est considéré comme un grand dirigeant et réformateur et contribue à promouvoir une image positive auprès des Européens. L'Orient et l'Occident en tant qu'entité sociopolitique prétendument homogène étaient désormais imaginés comme des civilisations irréconciliables et contraires. Donc on est sur des relations culturelles vraiment tranchées et donc où on ne peut pas avoir de transculturel ni de mélange de genres. Cependant, le monde germanophone, de nombreux témoignages louaient certains aspects du système social et politique ottoman comme intéressants. Le bon turc est popularisé par l'opéra Einführung aus dem Mozartserai de Mozart au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe. Cette attitude positive s'érode en raison des conflits ethniques non résolus. Ils sont alimentés par l'Europe, au sein de l'Empire et d'une dette extérieure croissante. Les troubles bulgares de 1876 enclenchent la guerre avec la Russie. L'Empire ottoman reçoit un soutien crucial des Britanniques, mais il est perçu comme l'anti-humain de l'humanité en faveur des Slaves chrétiens. Les Britanniques soutiennent contre la Russie, mais soutiennent aussi les Slaves chrétiens. Le paradoxe. Alors le trône d'Abdülhamid II. Il destitue le Parlement de la brève monarchie constitutionnelle en 1876, fin du XIXe, et impose le régime absolutiste, associé à la montée de l'islamisme et du panislamisme. L'ère hamidienne apporte une modernisation des infrastructures à grande échelle, la diffusion de l'enseignement public et la montée d'une nouvelle élite bureaucratique et militaire. Les vagues de violence envers les minorités chrétiennes ont eu un impact décisif sur la représentation des Ottomans en Europe. Après la Première Guerre mondiale, la guerre d'indépendance turque conduit à la dissolution de l'Empire ottoman et à l'établissement de la République de Turquie en 1923, et donc à la fin de la période hamidienne. Alors, quelques avis d'ambassadeurs ottomans du XIXe siècle. Sadiq Rifat passa à associer pour la première fois le concept de civilisation en langue ottomane pour décrire les principes de paix et de prospérité de l'idéal ottoman envers le nouvel ordre européen. Mustapha Rezid Pacha, un diplomate ottoman à Londres et à Paris, associait l'Europe à la liberté. Mustafa Sami Effendi, ambassadeur et écrivain, a souligné l'importance du savoir
et de l'apprentissage derrière le succès européen. Mehmet Akif Pacha, le Premier ministre ottoman des Affaires étrangères, a souligné le double standard européen dans l'application du droit international. Les réformes occidentalisantes de Mahmoud II ont contribué à créer une image de lui comme le sultan infidèle parmi les sujets musulmans de l'Empire. La visite du sultan ottoman Abdulaziz à l'exposition universelle de Paris en 1867 a fait rayonner la présentation de la culture ottomane dans le cadre de l'exposition universelle. Les jeunes intellectuels, Namik Kemal, 1840-1888, et Ziya Pacha, 1825-1880, présentent la civilisation non pas quelque chose d'intrinsèquement européen, mais comme quelque chose que les Européens ont réussi à réaliser. Avec la période de l'indépendance bulgare et vaincue par les Russes, la farouche résistance des Turcs a suscité l'admiration pour sa puissance de combat et la discipline. Mais Abdülhamid II se méfie des Britanniques et détériore davantage l'image des Turcs par la vague de violence contre les Arméniens. En France, la presse est censurée pour protéger les intérêts des investisseurs dans l'Empire. On ne parle pas des Arméniens. La victoire de l'Empire ottoman sur la Grèce en 1896 renforce la sympathie en Allemagne. En 1908, la première révolution jeune turque est un virage diplomatique vers la France et la Grande-Bretagne, bien que pendant la Première Guerre mondiale, il ait constaté un turcophilisme allemand. Nous voyons donc deux Europes, une Mitteleuropa plutôt turcophile, et un soutien au gré des exigences des relations internationales de la part des empires français et britanniques. En identification des peuples. Les jeunes ottomans contestaient l'intervention européenne dans les affaires intérieures de l'Empire, notamment lorsqu'il s'agissait des affaires des minorités chrétiennes. Ils étaient également soucieux de protéger l'intégrité de l'identité ottomane en tant que projet inclusif couvrant les minorités. Le concept qui symbolisait cette réaction était alla franca, francophile, signifiant l'adoption inutile des voies européennes. Abdülhamid II s'est efforcé de perfectionner son image de leader musulman, de calife et de protecteur des musulmans, ainsi que de leader général des musulmans du monde entier. Le cours de l'ère hamidienne a été l'intériorisation et la reproduction du discours orientaliste au sein de l'Empire, d'une manière qui s'est répercutée sur la périphérie orientale des royaumes ottomans. Le gouvernement ottoman a progressivement établi un régime dans lequel un centre impérial avancé réformait et disciplinait les périphéries arriérées d'un empire multiethnique et multireligieux, tels les Druzes, les Maronites, les Yézidis et autres groupes situés au bas de la hiérarchie sociale, ethnique et religieuse. Alors, le mois ottoman, parallèlement à la montée de l'islamisme, grâce aux mouvements séparatistes, ethniques et nationalistes dans l'Empire, à l'émergence de la turcologie en tant que discipline et à l'influence de plusieurs intellectuels turcs d'origine russe, le turquisme a également émergé au cours de cette période comme un discours concurrent sur l'identité nationale dans l'Empire ottoman. Les concepts utilisés dans l'identification du moi ottoman, tels que ottoman et musulman, étaient de plus en plus remplacés par turc et Turquie. Dans cette constellation, l'Europe était associée aux qualités matérielles et technologiques, là où Gökalp accueillait favorablement l'occidentalisation. Minoritaire, le groupe d'intellectuels nommés occidentaux entre 1908 et 1918 n'hésitait pas à manifester leur confrontation avec l'islam et leur engouement pour l'Occident. Alors, les jeunes Turcs, appelés les Occidentaux, imaginaient une société basée sur la science, la technologie et le progrès. Ils critiquaient l'islam traditionnel et préconisaient de se débarrasser de la religion, des dogmes et des superstitions. Malgré leurs critiques, ils considéraient toujours l'islam comme essentiel à la turcité et critiquaient l'impérialisme occidental et le rôle constitutif que joue le christianisme dans l'identité européenne. En résumé, sur l'analyse entre l'interaction entre les deux autres, les Européens d'un côté, les Turcs ottomans de l'autre, les représentations identitaires mutuelles entre la Turquie et l'Europe se sont développées et ont évolué dans un contexte historique beaucoup trop long.
Nous n'avons que des représentations fragmentaires des identités à travers le temps. Il est difficile d'en savoir plus. Il existe très peu d'études de longue durée, voire aucune qui retrace l'évolution des relations identitaires entre la Turquie et l'Europe. On pourrait identifier des modèles, des tournants, des trajectoires dans l'évolution. En outre, la plupart de la littérature existante se concentre soit sur les images européennes de l'autre turc, soit sur les images turques de l'autre européen, sans analyser l'interaction entre les deux. Voici pour cette fin de première partie, qui donne un aperçu très large, mais en même temps avec un résumé mitigé de tout ce que l'on a pu voir. Ce que peut voir en résumé, c'est simplement un déclin de l'Empire ottoman où l'Europe reprend ses territoires avec l'émergence des nationalités bulgares, grecques et autres, et une augmentation du territoire des empires français et britannique. Deuxième partie, l'héritage du colonialisme. Alors, au Moyen-Orient, quel est l'héritage du colonialisme britannique, des empires britanniques et des empires français? Alors, les relations entre les élites, les économies mondiales et les États restent liées par des dépendances déterminées par l'héritage des empires. Alors, des puissances coloniales. Les plus importantes puissances coloniales ont partagé le mandat de la Société des Nations, qui est l'ancêtre, avant-guerre 39-45, des Nations Unies. Donc, ils ont partagé le mandat de la Société des Nations pendant la période cruciale de l'embryon de la formation des États. Alors, les puissances coloniales sont la France et la Grande-Bretagne. Elles restent profondément investies dans les économies et la politique des régions. Elles sont interventionnistes sur le plan militaire, diplomatique et économique. Ces interventions recoupent les politiques formelles de l'Union européenne envers la région du Moyen-Orient. Question d'histoire et d'héritage. Les relations actuelles de l'Union européenne avec le Moyen-Orient sont modelées par l'impact des dynamiques complexes de la fin du XIXe siècle et de la création des États-nations irakiens, jordaniens, l'identification palestinienne, égyptienne, algérienne, marocaine, tunisienne. Alors pour mesurer l'impact, quel est l'impact restant du colonialisme britannique en Égypte, en Irak, en Palestine, en Jordanie? Et on peut se poser aussi la question, quel est l'impact restant du colonialisme français au Liban, en Syrie, en Algérie, en Tunisie, au Maroc? Nous allons commencer par les Britanniques. Les relations actuelles de l'Union européenne avec le Moyen-Orient sont modelées par l'impact des dynamiques complexes de la fin du XIXe siècle et de la création de ces États-nations. Développement et exploitation économique. Les intérêts britanniques sont étroitement liés à l'expansion de l'industrie pétrolière comme développement économique irakien ou l'occupation de l'Égypte en 1882, déclenchée par la crise économique et celle du canal de Suez. Donc, ils ont vraiment la main sur les transports et notamment pour assurer la sécurité du transport de la route des Indes. Les pratiques de l'État français ont tenté d'affirmer de leur côté leur influence par des aventures militaires en Égypte, en Algérie, en Tunisie et au Maroc au XIXe siècle et motivées en partie par l'exportation révolutionnaire des idéaux des Lumières dans une mission civilisatrice. Tous ces débats du XIXe siècle ont croisé l'orientalisme romantique dans les arts, des images de l'arabe beau et sensuel, mais aussi paresseux, coincé dans l'époque médiévale ou musulmans militants résistant à la modernité. Alors l'administration coloniale, c'est un réseau complexe de structures administratives qui profitent aux métropoles dans l'établissement de relations commerciales qui leur sont favorables et du profit de l'extraction des matières premières, telles le pétrole. La Grande-Bretagne, avec le soutien de la France, occupe l'Égypte pour contrôler le canal de Suez et donc la voie vers les Indes. Ce protectorat voilé a façonné une stabilité politique, financière et façonné le développement économique égyptien. La Grande-Bretagne a favorisé l'expansion des terres cultivables, du coton, de son transport, les chemins de fer, tout en empêchant la perspective du développement industriel encouragé par le fondateur de l'Égypte moderne Mehmet Ali et ses successeurs.
Alors l'Égypte du 19e siècle, c'est une population qui est majoritairement composée de fellaïns, des agriculteurs, dont les besoins ont été négligés par le Britannique Lord Cromer en 1841-1917. Les bénéficiaires sont les grands propriétaires fonciers égyptiens, les membres des cercles turco-circassiens au pouvoir, les élites locales et les Coptes. L'investissement dans les écoles a été gelé de 1882 à la fin de la Première Guerre mondiale. Dès lors, la génération éduquée développe un fort sentiment de nationalisme égyptien dès la reprise de l'éducation à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc la croissance économique égyptienne était dépendante de la production de coton et de l'importation de marchandises de l'Empire britannique. Mais le fossé grandissant entre riches et pauvres a conduit à exercer des représailles contre les Britanniques. Cette situation dura jusqu'en 1952, l'arrivée du nationalisme égyptien et la célèbre série d'émeutes anti-britanniques du Black Saturday du Caire d'Ismaïlia du 25 janvier 1952. L'Irak. Il faut inventer l'Irak. Les provinces ottomanes de Mossoul, Bagdad et Bassora étaient reliées par d'importants liens commerciaux dont certains remontaient à l'époque du califat islamique. Le contrôle administratif britannique de la Mésopotamie a commencé en 1918 avec un mandat de la Société des Nations. Alors c'est une population composée d'une variété d'ethnies et de religions. Le sud est principalement arabe chiite, la zone autour de Bagdad d'arabes sunnites et juives, et le nord est kurde, yézidi et chrétien. Ce nouvel État prend la forme d'une monarchie en 1921 dirigée par l'émir hakhémite Faisal, essentiellement aux mains des sunnites qui représentent 20% de la population. En 1922, les Britanniques officialisèrent le processus de décentralisation avec le traité anglo-irakien, complété par un accord militaire en 1924 qui n'allait pas tarder à alimenter le pétrole, l'Angleterre. L'objectif de la Grande-Bretagne était la sécurité avec l'Inde, la protection des gisements de pétrole plus largement en Perse, tandis que le développement économique, éducatif et culturel était laissé au budget irakien. On constatera en 1958 que 85% des Irakiens étaient encore analphabètes. Les Britanniques ont créé un État stable, laïque, mais n'a en aucun cas favorisé une économie autochtone forte. Le colonialisme britannique est visible, car depuis la création de l'Irak, les événements historiques, les révolutions qui ont mis Saddam Hussein au pouvoir, l'invasion du Koweït, les guerres du Golfe, l'émergence de l'État islamique ne peuvent être comprises sans cet héritage. La Palestine, de 1920 à 1948. En 1917, la domination britannique commence en Palestine. Ils y ont gouverné jusqu'à la fin du mandat en 1948, malgré quelques tentatives de représentation politique. En 1920, la conférence de San Remo accorda aux Britanniques le mandat sur la Palestine et la Transjordanie. Alors la Palestine n'est pas un territoire ottoman unifié. Elle est considérée comme une population autochtone faisant partie du sud de la Syrie. Les frontières répondent à des nécessités politiques et des visions bibliques. L'impérialisme britannique n'est pas responsable de tous les troubles au Moyen-Orient, mais son impact est palpable et difficile à démêler avec Israël, la Palestine et la Jordanie. L'immigration juive. L'immigration juive est antérieure à l'arrivée des Britanniques, mais la déclaration Balfour en 1917, signée entre le mouvement sioniste et les Britanniques, modifie radicalement le développement futur de la région. Les Britanniques ont établi un double système, reproduit dans tous les domaines de la société. L'économie palestinienne est largement confinée au savon, aux olives, aux produits locaux, tandis que l'économie sioniste développe les grandes entreprises, les grandes industries, telles que le ciment, l'acier, les mines. Malgré un effort porté sur les écoles et l'éducation, la création d'écoles sionistes dès les années 20 favorise une promotion de ségrégation et de division, qui conduit deux séries de développement éducatif et culturel clairs entre arabes et juifs. Deux formes de nationalisme s'affrontent et les Britanniques jouent le rôle de tiers qui soutiennent les projets de leur intérêt économique, qui sont pour la plupart sionistes.
La Jordanie devient un territoire distinct artificiellement créé par les Britanniques afin d'établir une zone tampon entre les différentes nouvelles entités en 1920. Une identité jordanienne lentement commence à émerger, mais l'arrivée massive de réfugiés palestiniens en 1948 puis en 1967 a amené le pays au bord de l'effondrement et d'une dépendance à l'égard de la nouvelle présence impériale, celle des États-Unis dans la région. La France, des liens et des héritages coloniaux. La société française est toujours aux prises de cet héritage, comme avec toutes ses anciennes colonies. Dès 1820, les Français, durant leur mandat et leur colonialisme, ont formé à divers projets de formation de l'État et ont inspiré des élites libérales et anti-impériales au sein de leur propre colonie. Outre la culpabilité, les conflits, les violences, la méfiance mutuelle, le colonialisme français au Moyen-Orient a créé des liens culturels durables, soutenus par un réseau de centres culturels français, d'instituts de langue, une forte présence d'ambassades et des accords commerciaux qui les lient au monde francophone. Les élites arabes ont ramené des idées de constitution, de réforme, de l'éducation, de conception urbaine et de modernité. La France arabo-orientale débute par la campagne d'Égypte de Napoléon avec les intérêts scientifiques et artistiques pour l'Orient. L'enchevêtrement de la France avec le monde arabo-islamique est plus profond que celui des autres pays européens. Les vagues d'égyptomanie et d'orientalisme français ont coloré la vie culturelle, tandis que les migrants pauvres et les élites riches se sont installés progressivement à Paris et à Marseille. Alors, la colonisation de l'Algérie, la France perd la majeure partie de son empire d'outre-mer dans les Amériques au XVIIIe siècle. La présence française en Afrique de l'Ouest s'étendit au sud du Sahara et assure une position stratégique en Méditerranée. De 1920 à 1946, le contrôle français s'étendit aux deux grandes régions du monde arabe, Algérie, Tunisie, Maroc, et la Syrie et le Liban. Le projet colonial français s'est concentré davantage sur l'Algérie que tout autre pays. Cependant, chaque pays a ressenti l'influence française pendant et après la colonisation. L'expédition d'Alger. L'expédition d'Alger de 1830 trouve son origine officielle dans une dette financière issue de la Révolution française, contractée pendant la campagne d'Égypte. Mais l'expédition était organisée à des fins politiques intérieures pour restaurer le prestige de Charles X, dont la popularité était au plus bas. Les Algériens ont résisté à l'expansion et mené une guérilla qui a duré jusqu'en 1875. Cette résistance fit 800 000 Algériens tués et l'arrivée de 100 000 colons issus du sud de la France, d'Italie, d'Espagne, de Malte, pour s'emparer des terres rurales et urbaines. Ces colons, appelés plus tard pieds noirs, contrôlèrent l'essentiel des richesses dans le domaine manufacturier, minier, agricole et commercial, centré sur une petite industrie et commerce d'exportation. La présence des Français a produit une classe d'Algériens qui a bénéficié de l'éducation et l'accès à la société française et créé un fossé avec les Algériens identifiés comme arabes musulmans. Les Algériens n'ont pas été colonisés profondément, c'est un colonialisme de peuplement et une politique de restructuration de société qui ont rendu les effets à long terme de cette expérience, dont les effets perdurent avec une population d'origine maghrébine vivant en France aujourd'hui. La tentative d'effacer la culture algérienne et l'héritage islamique s'est souvent avérée contre-productive, créant du ressentiment et jetant les bases des mouvements indépendantistes. La guerre d'Algérie mit fin à l'occupation ou à la colonisation française et l'indépendance de l'Algérie est proclamée en 1964 avec le Front de libération d'Algérie, le FLN. Alors, consul de France, Tunisie et Maroc. Depuis l'Algérie, les Français ont étendu leur influence aux pays voisins du Maroc et de la Tunisie. Cette influence agit sur la dissolution de la constitution tunisienne en 1860. Une commission financière internationale pour contrôler les dépenses de l'État tunisien est établie et sert principalement à servir les intérêts européens en rendant la Tunisie dépendante. En mai 1881, après la victoire russe sur l'Empire ottoman,
La France occupe la Tunisie avec peu de résistance et en fait un protectorat en 1884. Avec moins de colons, la France a entrepris des développements et des améliorations majeures. Cependant, la France a favorisé les entreprises et les citoyens français, ce qui a sapé le soutien populaire tunisien et alimenté des sentiments nationalistes. La Tunisie a obtenu son indépendance en 1956 après avoir demandé une autonomie. L'approche assimilationniste typique française fut rejetée par les conservateurs qui ont maintenu une élite urbaine dont les Français dépendaient pour leur collaboration. Comme en Algérie, les mouvements de résistance marocains ont continué à se mobiliser contre la présence française, culminant avec la défaite et le retrait des Français en 1956. Donc cette conquête du Maroc s'avéra plus difficile. Le protectorat a été établi 2 ans avant la Première Guerre mondiale en 1912, à l'exception de Tanger, devenue zone internationale, et de la région côtière espagnole. Le Liban. Avant le colonialisme, l'engagement français au Levant date des croisades. De nombreuses relations de commerce avec les catholiques maronites ont été établies. Après la Première Guerre mondiale, la Troisième République française est aux prises avec la montée des protestations nationalistes dans tout l'Empire. De nombreux opposants soulignent que la ferveur idéologique de la mission civilisatrice engendre brutalité, militarisme. D'autres pensaient que la France devait assurer son rôle de protection dans la construction des nations et leur transition vers une indépendance totale. Le système de mandat, issu de la Première Guerre mondiale au Levant, était censé différer du colonialisme en agissant comme administrateur jusqu'à l'autonomie. Suite à 1918, et conformément aux accords de Sykes-Picot, les Français prirent le contrôle de la Syrie ottomane, du Liban et certaines parties du sud-est de la Turquie. Nous sommes donc dans un contexte français avec de nombreuses polémiques et de nombreuses questions sur l'état de leur empire colonial à la sortie de la guerre 14-18. Mais ils prennent le mandat sur la Syrie, le Liban et le sud-est de la Turquie. Donc ces Français ont administré ces régions à travers un certain nombre de gouvernements et d'entités territoriales différents. Fédération syrienne de 1922 à 1924, État syrien de 1924 à 1930, République syrienne de 1930 à 1958, État du Grand Liban, État alawite et l'État de Jabal Druze. L'indépendance du Liban. La France envisage l'idée du Mont Liban en 1919 comme une composante d'un royaume arabe syrien dirigé par l'émir Faisal, le shérif, le noble arabe, qui a, avec le soutien de Laurence d'Arabie, contribué à la création d'un royaume arabe. Les maronites ont protesté bruyamment et ont convaincu le conseil administratif français de l'idée d'un grand Liban. Finalement, en novembre 1919, le premier ministre français Clémenceau approuva un État libanais indépendant avec un haut commissaire français à Beyrouth. Bien qu'initié par les maronites, le nouvel État a recueilli le soutien de diverses élites urbaines de toutes les confessions. Des gouvernements locaux sont mis en place dans les monts alaouites, la région druze et Damas est la capitale. Les forces de l'émir Faisal de Syrie sont expulsées en juillet 1920. Le Liban devient indépendant en août de la même année. La Syrie n'est plus la Grande Syrie. Le Liban, la Transjordanie et la Palestine en sont détachés. La Syrie. L'administration française a développé les infrastructures, les routes, l'urbanisme, introduit les réformes foncières et de nouvelles méthodes agricoles, mais la majeure partie de la population syrienne demeure opposée à la présence française. De plus, les Français montrent une réticence à avoir abandonné le pouvoir à la majorité musulmane et ont abandonné leur politique de protection des chrétiens de la région. Une majorité des élites urbaines instruites souhaitent une Syrie indépendante. En 1925, les rebelles druzes s'associent avec les nationalistes de Damas et fomentent la rébellion réprimée par les Français. En 1928, les nationalistes syriens remportèrent les élections à la nouvelle Assemblée constituante et montrèrent clairement par la rédaction de la Constitution que la présence française n'était que temporaire. D'un point de vue régional, la protection française de la Syrie et du Liban a toujours été un projet qui servait les intérêts français et s'était montré considérablement affaibli après la Première Guerre mondiale. Tandis que les nationalistes syriens rejetaient la présence française et préparaient leur départ, au Liban, deux groupes embrassaient l'idée de la France comme une relation particulière qui devait perdurer après l'indépendance.
Alors l'influence française au Moyen-Orient, la décolonisation a porté un coup dur aux relations franco-arabes. Malgré les conflits et la guerre de Suez de 1956, au cours de laquelle la France et la Grande-Bretagne ont perdu leur influence dans la région, la présence culturelle française est restée forte, en particulier au Liban. En Syrie, les nationalistes arabes ont rompu nettement avec les Français, notamment les relations diplomatiques. Les accords de paix d'Évian de 1962 avec l'Algérie ont jeté les bases d'une renaissance régionale plus large de l'influence française. Dès 1962, le gouvernement français rétablit les relations diplomatiques avec la Jordanie, l'Arabie saoudite et la Syrie. Entre le milieu et la fin des années 1960, la France a renforcé ses relations politiques et économiques avec les États arabes. De Gaulle souhaitait une présence stratégique dans la région pour équilibrer les puissances américaines et soviétiques. Il s'inquiète également de l'accès aux matières premières. Le rejet par l'Algérie en 1965 des dispositions économiques des accords d'Évian a incité les compagnies pétrolières françaises, en partie publiques, à diversifier leurs sources d'approvisionnement et à se tourner vers les économies pétrolières émergentes du Golfe Persique. Alors De Gaulle a eu une vision pro-arabe avec le conflit israélien en poussant en faveur de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies de novembre 1967 qui demandait le retrait israélien des territoires occupés lors du récent conflit. De Gaulle a ouvert la voie à la France pour retrouver un rôle dans le Moyen-Orient arabe. Le divorce franco-israélien a sans doute ouvert la voie à une politique française plus pro-arabe au Moyen-Orient, basée, avec le recul, sur des visions problématiques du terrain d'entente français avec les régimes socialistes progressistes en Irak, en Syrie et en Libye. L'influence des Britanniques au Moyen-Orient. La domination britannique au Moyen-Orient a pris fin de différentes manières. L'Irak et l'Égypte ont obtenu leur indépendance respectivement en 1932 et en 1922, mais les deux pays sont restés sous un fort contrôle britannique, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. La Palestine a été tout simplement abandonnée en 1948 après avoir déclaré la fin du mandat un an auparavant. Dans l'après-guerre, la Grande-Bretagne a assumé un rôle de premier plan dans la région au début de la guerre froide, sous la projection de la puissance américaine au Moyen-Orient. Les coups d'État qui ont mis fin aux monarchies égyptiennes et irakiennes dans les années 50, ainsi que la crise du canal de Suez en 1956, ont mis fin à la présence et à l'influence britannique dans ces deux pays. Ce n'est qu'après 1967 que les Britanniques promouvaient plus activement une solution diplomatique entre Israël et la Palestine. À la suite de l'invasion irakienne du Koweït en 1990, les troupes britanniques se sont jointes à une intervention militaire autorisée par les Nations Unies et dirigée par les forces américaines et au début de 1991, elles ont remis le pied sur le territoire. Voilà, c'était donc un résumé des premiers chapitres des relations du Moyen-Orient et de l'Europe aux éditions Routledge, des enseignants paru en 2022, des enseignants de sciences politiques Dimitri Bouris, donc enseignant à l'Université d'Amsterdam, Daniela Hubert, sciences politiques à Rome, et Michel Passé des Global Studies à Roskilde au Danemark.